Cette fois-ci, c'est un voyage dans les Alpes de Haute-Provence que je vous propose de faire, au cœur du pays de Manosque, qui a été chanté avec tant d'amour et de poésie par Jean Giono. Sa fille, justement, Sylvie, va nous recevoir et elle va nous proposer l'une des recettes fétiches de son papa. Elle sera l'une des éclaireuses de cette émission, au pays des lavandes. Et puis, il y aura aussi les pieds paquets, puis il y aura aussi la tarte au calisson. Bref, je pense que le menu devrait vous plaire, en tout cas devrait vous faire rêver. Mais le tableau provençal ne serait pas tout à fait complet sans parler de l'olivier, cet arbre de vie. Et Olivier Bosson m'a donné rendez-vous dans son olivette, comme on appelle les petites oliveraies ici, pour nous parler de cette culture. Vous allez voir qu'il y a un travail de chaque instant et de chaque jour pour entretenir cet arbre qui a inspiré en son temps Jean Giono. Et bonjour Olivier. Ça fait plaisir de te recevoir. Oui, Olivier dans ses oliviers. Oui. C'est un bel endroit. On est au pied du Mont d'Or, sur un versant réensoleillé. Donc on est ici couvert donc, de petites olivettes qui sont des oliveraies miniatures d'une cinquantaine, soixantaine d'arbres. Et généralement, bon, c'est des familles qui s'occupent et qui exploitent pour eux. C'est l'huile réservée aux familles. Pierre Magnan, l'écrivain Pierre Magnan, m'avait transmis cette olivette. Parce que c'était son olivette alors. C'était son olivette. Elle est d'autant plus historique parce que, Pierre est un écrivain aussi important ici. La maison assassinée, c'est ça? Exactement. Il était ami avec Jean Giono d'ailleurs. Ami avec Jean Giono. Alors son grand bonheur, ça a été de pouvoir inviter ici Jean Giono à venir l'aider à récolter. Et maintenant, tu reprends le flambeau. Donc, je vais t'offrir d'abord la branche d'acier gris, oui. comme disait Jean Giono. D'acier gris, je ne connaissais pas cette expression. De la branche d'acier gris jusqu'à la jarre d'argile. L'huile coule entre ses mains, c'est son magnifique poème de l'olive. Je vais te montrer un petit peu comment on récolte. Olivier Bosson est un enfant du pays, élevé au milieu de cette garrigue riche de lavande, d'oliviers, de verveine et de romarin. Environnementaliste convaincu, il a restitué les senteurs enivrantes de son fief dans des savons et cosmétiques naturels, dont la marque est rapidement devenue l'ambassadrice de la Provence dans le monde. Mettant toujours la nature méditerranéenne au cœur de son activité, Olivier a également fondé 2 marques dédiées à l'huile d'olive. Alors ici, donc, la récolte se fait à la main, bien sûr. À la main. Bonjour. Avec des filets qu'on met donc sous les arbres et avec ce qu'on appelle des peignes, qui sont voilà. Gratter les branches alors. Et tu prends la branche et tu la grattes, et puis tu fais tomber les olives sur le filet. Et là, cette année, la récolte va être très belle. C'est vraiment déterminant la taille. Hein. C'est important parce qu'il faut qu'un oiseau puisse circuler à l'intérieur librement. Donc finalement, au-delà de l'oiseau qui est un peu la poésie, c'est surtout la lumière et le soleil et l'air qui doit circuler, c'est ça? Tout à fait. Et donc ces olives, alors on va les récolter autour du mois de novembre. Et alors après, synthétiquement, qu'est-ce qu'on leur fait subir? Alors après, on les porte directement au moulin, on les presse. C'est un jus de fruits. Mais on ne commercialise pas du tout notre huile. Ici, c'est famille, amis. Donc, quand on en a un peu plus, on en offre un peu plus. En fait, tu es né ici, les pieds dans cette terre provençale. Et c'est ça qui a inspiré finalement cette fabuleuse aventure de l'entreprise autour de la Provence. Quand on est baigné ici par des parents qui, eux, sont plus des artistes que des agriculteurs, ils m'ont appris à regarder autrement aussi la nature. On a envie de valoriser, de faire un vrai développement durable avec les richesses qu'on a ici. À propos de richesse d'ailleurs, la maison de Giono sur la montée des vraies richesses. Ah, c'est le nom de la... C'est la montée des vraies richesses. Ah, je savais pas, ouais, parce que c'est ça les vraies richesses. Voilà. Ça va bien à Giono. C'est la nature. Alors en parlant de Giono, je vais aller rencontrer Sylvie, sa fille, que tu connais sans doute. Très bien. Une excellente cuisinière, voilà, gourmande en plus. Gourmande, comme son papa, et elle m'a proposé de réaliser un thon en chartreuse avec des aromates de la région, donc voilà, et de l'huile d'olive, bien sûr, parce que je crois que Jean Giono était très friand d'huile d'olive. Tout à fait.
Je poursuis ma promenade à travers les champs d'oliviers pour arriver jusqu'à la maison de Sylvie Giono, fille cadette du célèbre écrivain manosquin Jean Giono. Figure dominante de la littérature du XXe siècle, Jean Giono est viscéralement attaché à la Provence et à Manosque où il a passé toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1970. Inspiré par ses nombreuses marches et lectures sur le Mont d'Or, cet auteur d'origine modeste, qui a bâti sa culture tout seul, s'est attaché à décrire le monde paysan provençal et a fait de la nature le personnage principal de ses premiers ouvrages, tels Colline, Regain ou encore L'eau vive. L'auteur du Hussard sur le toit et des âmes fortes est un pacifiste convaincu, ancien poilu de la guerre de 14, qui sera également un écologiste de la première heure en écrivant L'homme qui plantait des arbres. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Homme de lettres, plein d'humour, Jean Giono était également un bon vivant, gourmand. Et sa fille Sylvie a d'ailleurs reconstitué le cahier de recettes familial qui faisait le quotidien et le bonheur de son père. Entrez, Bonjour Sylvie. entrez, je suis dans la cuisine. J'arrive. Vous Oui, êtes beaucoup mais avancé. J'ai commencé par les oignons parce que, comme je pleure assez souvent, j'ai trouvé que c'était pas très joli. Alors je les ai fait. Quand même Bien si vous sûr. sentez l'oignon. Je vais vous passer même un tablier si vous voulez. Eh ben, si vous voulez. Voilà. C'est une robe de bal. Exactement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Tenez, vous coupez des tranches fines. Vous savez le faire? Bien sûr. Ah, Mais avec on va le voir. zeste. Alors, parlez-moi de ce plat-là, le thon en chartreuse. Alors, ce thon en chartreuse, mon père l'aimait beaucoup. Ouais. Il nous racontait qu'au début du siècle, les Chartreux vivaient dans la montagne, dans la région de Grenoble. Et à l'automne arrivaient quelquefois des poissonniers avec un seul poisson, c'était le thon. Et eux l'accommodaient avec les légumes de leur jardin, c'est-à-dire les oignons. C'était le début des épinards, la saison des épinards, c'était la fin des tomates et les carottes aussi. Et puis comme ces moines savaient quand même bien vivre, ils buvaient du vin. Qu'il faisait probablement d'ailleurs. Probablement. Et donc, tout ça, ça va mijoter dans du vin blanc. Ah, voilà l'histoire. Alors, est-ce que votre papa, il appréciait se mettre autour d'une table et Ah, mais les bons c'était plats? un gourmand. C'était un Ça gourmand. faisait partie de son plaisir, ça, la cuisine. La nourriture. L'importance pour lui de la nourriture se voit dans ses livres. Parce que dans tous ses romans, ses héros mangent. Même Angelo de Hussard sur le toit, il mange de la polenta. Il y a la fameuse daube d'Ennemonde. Il faut quand même la lire, mais ne pas la préparer. Parce qu'il y ajoute du renard. Il trouve que ça donne un petit fumet de sauvage. On n'a jamais essayé. Je trouve que vous travaillez lentement, il en faut un autre. Mais dites-moi, je vous écoute, moi. J'ai un certain fond d'éducation, au-delà de l'intérêt que je porte à vous et votre papa. Moi, je vais faire une tomate en attendant. C'est une recette tout à fait simple, comme la bouillabaisse. C'est-à-dire qu'on met dans la marmite tous les éléments et ensuite, Et quand ça bouille, on quand baisse. ça bout, on baisse. Carottes, tomates, verdure et citron, tous les ingrédients sont réunis. Nous pouvons maintenant façonner notre plat en commençant par les oignons. On va monter tout ça tranquillement, à froid. Bon, ensuite... En couche, en fait. On en procède couche. par couche. Des carottes. Touc, 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 touc. Viennent ensuite les pousses d'épinards avec une pincée de sel et de poivre. Voilà. L'ordre des ingrédients est important, j'imagine. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est important, mais comme ça c'était comme ça qu'on le faisait. J'ai jamais essayé de faire l'inverse. Bête et disciplinée, vous voyez. Nous terminons donc par les tranches de citron et la couche de légumes réalisée, nous disposons les pavés de thon légèrement marinés. J'ai mis du poivre, du sel, Des grains de fenouil des graines de fenouil et puis un petit peu d'huile d'olive. et du fenouil frais, c'est ça, Voilà, hein, des voilà. pousses de fenouil. Et alors, il faut des pavés bien épais. Oui, parce que ça cuit tout doucettement et assez longtemps. Hein. Ouais. On peut mettre un petit peu de D'accord. De fenouil? fenouil, oui. Un peu plus de fenouil. Hop, là, voilà, le fenouil de la montagne, du Mont d'Or. Oui, bien sûr. Et là, nous recommençons à l'inverse. Là. Ah oui, dites donc, vous nous faites une sacrée cocotte, là. Oui. Ça va réduire. Ça va réduire, oui, oui. N'hésitons pas, soyons généreux. Alors, on finit par Une bonne rasade. d'huile d'olive, bien sûr.
Et on noie de vin blanc. Un Côte de Provence, évidemment. Voilà, on va le laisser On va laisser mijoter à feu bouillir doux. et on le laisse tranquillou, de bonnes heures. De bonnes heures. De bonnes heures, voilà. Dans cet environnement propice à l'écriture, je m'en vais noter cette recette dans mon carnet. À chacun sa prose. Pour le thon en chartreuse de Sylvie, prenez 1 kg de thon frais en tranches, 750 g de carottes, 1 kg d'épinards frais, 1 kg de tomates mûres, 3 citrons non traités, 4 oignons, une bouteille de vin blanc sec, un petit verre d'huile d'olive, du fenouil en graines et en branches, du sel et du poivre du moulin. Et dites-moi, Sylvie, quand vous faites pour deux, vous n'y allez pas de main morte. Hein. Ah, c'est magnifique. Alors, effectivement, ça a bien réduit. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est légèrement acidulé. Et le thon est confit, finalement. Pas du tout. Il n'est ni sec ni gras. Ouais. Il n'est pas du tout imbibé d'huile, mais c'est très parfumé. Voilà, c'était le genre de plat qu'aimait mon père. Je crois qu'on aurait aimé la même cuisine. Alors, vous êtes tout à fait en communion avec mon père avec ça, vous voyez. Si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on ne lit qu'une œuvre de Giono, C'est on celle pourrait qui lire, marque le on pourrait plus. lire L'homme qui plantait des arbres. Il s'est amusé à écrire Ouais. ce texte, puisque c'était un texte de commande. Mais il nous disait, vous savez les enfants, quand je disparaîtrai, si personne ne lit mon œuvre, je sais qu'il n'en restera qu'une. Ah, il avait C'est conscience l'homme de qui ça. plantait des arbres. Il en était très conscient. Il savait très bien qu'on aurait besoin de la nature, on a besoin de cette nature et de la protéger si on veut continuer de vivre. Besoin d'hommes qui plantent les arbres. Bon, mais merci Sylvie. On se retrouve demain dans la maison de votre enfance, Ben voilà. finalement, Oui, oui, puisque bien sûr. vous avez eu la Bien gentillesse sûr, de bien nous sûr. l'ouvrir. Oui, oui. Alors, comment l'appelez-vous cette maison? Parce C'est qu'elle le est Paraïs. Paraïs. La Paraïs, c'est l'endroit où on peut dire rouisser les draps. Mais c'est devenu la maison du Paraïs. Du Paraïs. Et la maison du paradis. La maison Allez, du paradis acceptons-le. me convient très bien. Et ça a C'est été vrai. le cas pour moi. Ah, c'est joliment dit. Voilà. Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Alors maintenant, on va s'attaquer à un sommet de la gastronomie provençale et marseillaise. Il s'agit des pieds-paquets. Et là, c'est Laurent et Marcel qui vont s'y coller. Ils se retrouvent au marché de Valençol, c'est leur région, ce sont vraiment des enfants du pays. Et en plus, ils vont cuisiner ensemble. Ça, c'est une première, il me semble, dans les carnets. 2 garçons qui cuisinent tous les deux. Et vous allez voir, c'est des bons compères et surtout des fines gueules. Ça me plaît. À 2 pas de Manosque, le plateau de Valençol, surnommé le grenier de la région, est consacré principalement aux cultures de lavande et céréales. Son village regroupe 2 fois par semaine les producteurs du coin, proposant leurs fruits et leurs légumes de saison. Marcel et Laurent, tous deux agriculteurs et cultivant les produits phares du plateau, du blé dur aux olives en passant par le lavandin, sont au marché comme chez eux. Qu'est-ce qu'il nous faut? Les oignons, les tomates. Alors, tu vas bien? Bonjour, peut-être on commence à se servir. Vous avez bien fait. Il nous faudrait 2 belles carottes. C'est pour faire les pieds paquets. C'est des bottes. Ah, ben une botte Une alors. botte Eh ben, Ouais, le c'est reste, bon. on les mangera comme ça. Nickel, nickel. Regarde, une belle botte. Mais tu vois, sur ce marché, quand même, il y a toujours, même le mercredi, qu'il est un peu moins gros que le samedi, c'est toujours, il y a toujours tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Des tomates. Il en faudrait 4 belles tomates. Des un peu bien mûres. Hein. Des poireaux, tiens, hein. Ouais, ils sont là, ils sont tout fins. On dirait les petits poireaux sauvages presque. Pour le fond de sauce, il ne faut que 3. Ouais, des petits comme ça, on va en prendre 3. Bisous. Merci. Bisous, bisous. Allez, bye bye. Bonne journée. En forme? Jeune fille, bonjour. Il ne leur reste plus qu'à récupérer les ingrédients principaux de leur recette chez leur boucher favori. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Alors, les plances d'agneau D'accord. entières, Ah ben
C'est impeccable. Ouais, c'est beau. Il faudrait Enfin, moi, juste ce que- penser à les rincer un coup. Oui, Remarque, il peut y donner. Le pied de veau que tu m'avais demandé de couper en morceaux. Ouais. Parce que sinon, ça va faire trop gros. Marcel et Laurent prennent également 200 g de lard, de la poitrine, des pieds d'agneau et de la crosse de veau. Voilà. Tout bon? Oui, normalement, il y a tout. hein. Ciao Merci. Nicolas, à bientôt, merci. Bye bye. We only make it plans for Nigel. We only want what's best for him. We only making plans for Nigel. Nigel just needs this helping hand. Salut Marcel. Coucou. Ça va bien? Ça va? Ouais. Nickel, nickel, nickel. Tu as bien trouvé? Quel bel endroit. Ouais, sans problème. Eh ben ouais. Voilà, il y a Laurent. Salut Laurent, notre déjà en collègue cuisine. Laurent, qui est lui aussi agriculteur et on Ouais. cuisine souvent Eh oui. ensemble. C'est vrai, ici, en on est- duo. Et Alors, puis, vous me voilà. montrez un peu la recette. Alors, les pieds justement, paquets, c'est Ouais, du coup, mythique. voilà. La panse d'agneau. Ouais. Alors, la panse d'agneau entière, qu'on va Donc ça, couper c'est en ce qui va morceaux. nous servir à emballer Voilà, le c'est ça. petit Ça, le ballotin, paquet. quoi. Ça, c'est pour faire Le le paquet. paquet. Donc le pied et le paquet. D'accord. Alors, à Pieds l'intérieur... épaqués. Alors, à Marseille, on dit pieds épaqués, mais Oui, ici, on pied dit... et paquet. Quoi. Pied et Eh oui, paquet. pied et paquet. Ça, Ouais, mais les c'est Marseillais, ils parlent toujours un peu de leur façon. Ouais, bah, c'est vrai qu'a priori, les pieds paquets, on les associe à Marseille, Eh mais oui. on les fait ici Alors aussi. qu'on dit le pied paquet à la marseillaise. Toutes les recettes qu'on va trouver en Provence, suivant l'endroit où on est, D'accord. aura une petite variante. D'accord. Comme la daube, par exemple. Si on est côté de Nice, il y a de l'écorce d'orange. Ouais. Ici, il n'y a plus d'oranger, il n'y a plus D'accord. d'écorce d'orange. Bon, j'ai sorti des vieux livres, ça c'est les livres des... C'est Bon, bon, c'est ça. les livres des grands-mères. Et alors, est-ce que vous vous êtes inspiré de ces livres pour Alors, la recette des ouais. pieds paquets? Le reboule, chaque fois que tu sais plus où tu en es dans une recette, C'est ça. tu Tu reviens reprends à le la base. reboule. C'est l'escoffier de la Provence, Carrément, quoi. Ah, ouais, Ah c'est oui, top, mais quoi. c'est incontournable. D'accord. Je me mets en tenue pour m'atteler à cette recette au long cours, qui débute par la réalisation d'un fond de sauce avec la crosse de veau en morceaux. Ouais. Bon alors, là, il faudrait y mettre une pointe d'huile d'olive. Ouais, du coup, c'est de la mienne d'huile d'olive. Ah, Tu ça vois c'est chic. Parfait, impeccable là. Donc là, on va attendre que ça chauffe un peu. Comme ça, on va faire notre fond. De son côté, Laurent détaille la poitrine fraîche pour la farce et son morceau de lard qui ira avec les légumes. Des carottes, des poireaux, des tomates et des oignons blancs et rouges qu'il faut d'ailleurs couper en fines lamelles. Alors ça, le principe de tous les petits légumes, c'est qu'ils fondent bien au fond. C'est pas de les retrouver dedans, D'accord. c'est que ça donne bon goût. Et la Allez. garniture aromatique. Voilà, exactement. Attention à tes doigts. Hein. Ah oui. Ah ouais, parce que moi, je suis pas trop doué. Laurent fait fondre le lard d'un côté et arrose d'eau et de vin blanc sec le fond de sauce, toujours sur le feu. Est-ce que vous voulez que je mette les légumes dans le Allez, lard? tu peux mettre les légumes dans le lard. Super. Vas-y. Attends, je vais rallumer le feu. Et on les fait partir, mais un peu doucement, parce que sinon, on fait une escafougnade. Les légumes et le bouillon de veau mitonnent tranquillement. Nous nous attaquons maintenant au paquet proprement dit avec la panse d'agneau qui a été préalablement rincée au vinaigre blanc. Donc là, le but, c'est de faire des petits triangles, Ballotins, entre quoi. guillemets, D'accord. des petites bandes. Donc là, on les fait toujours à peu près dans cette forme-là, pour ensuite mettre le poké de farce. Une farce composée d'un mélange d'ail, de persil et de poitrine hachée menu. On compte à peu près 30-35 grammes de farce. D'accord. Donc là, si on part du principe à la boutonnière, donc on fait une petite fente au bout. Voilà. Ça va? Qui c'est qui Alors me donne que là, une boulette s'il vous Tiens, plaît voilà ta boulette. Allez, feu. Donc là, on plie un peu là, Un vrai petit un ballotin. peu là, Ouais. un peu là, un peu là, là. Et Ah ouais, joli. on le passe comme ça. D'accord, je comprends. Et voilà. Et là, le c'est- but, c'est c'est que le facile. bout il soit bien replié pour pas que Bien ça sûr, pour pas que ça coule. s'échappe. Laurent a sa propre méthode à la ficelle, un peu moins traditionnelle peut-être, mais très pratique pour conserver la farce dans le ballotin. Je te laisse passer? Allez, j'y vais. Marcel me Juste propose de ouvert. prendre l'air et de cueillir quelques herbes fraîches et sauvages, du laurier, du thym et de la sarriette.
tu m'aides un peu, s'il te plaît? Merci. Voilà. Oh là C'est là. vraiment parce que t'es sympa. C'est que j'ai mal à la cheville, en fait. Ah ouais, c'est vrai. De retour en cuisine, nous retrouvons Laurent finissant ses paquets. Je dispose les légumes réduits dans le fait-tout et y place notre bouquet garni. On compte beaucoup sur toi pour t'occuper de tout, hein, que ça aille bien. Ouais, j'ai bien compris que toute la responsabilité de cette recette m'incombait. Ah ben ouais. Je suis là pour ça. Si c'est bon, c'est vous. Si c'est pas bon, c'est moi. Et voilà, on fait ça. Ah. Les pieds, on va les mettre en premier dessous parce qu'il faut qu'ils fondent bien. D'accord. Et alors, ton pied de veau, tu le mets pas pour avoir du liant, parce que le pied d'agneau, il donne du liant Oui, déjà. mais il va un peu en rajouter. Ah d'accord, Il y a c'est plus de gélatine dedans. Je comprends. Et alors maintenant, Et nos petits maintenant, on met les paquets, je paquets les mets un dessus. peu partout. Nous ajoutons une moitié d'oignon piqué de clous de girofle, une dernière rasade de vin blanc, couvrons à hauteur avec le bouillon et poivrons le tout. En général, on le fait cuire 3 fois 3 heures. Pourquoi c'est meilleur de le cuire 3 fois 3 heures plutôt que 9 heures d'affilée? Eh ben, parce que c'est les grands-mères qui le faisaient comme ça. J'adore cette réponse. Non, le fait de refroidir et de remonter la température, c'est toujours mieux. Bon, les garçons, moi je vais noter tout ça sur mon petit carnet, comme ça je vous laisse Allez, bosser. ça va aller. Et on Moi je me range repose un au peu. soleil, ça vous va? Très C'est un bien. bon deal. Tu as bien travaillé, tu peux y aller. Douce France, chère Pour les pieds paquets de Marcel et Laurent, munissez-vous de 10 pieds d'agneau blanchis et passés à la flamme, 20 paquets de panses d'agneau, une crosse de veau, 200 g de poitrine fraîche, 2 poireaux, 2 carottes, 2 oignons, 2 clous de girofle, 8 tomates, une demi-bouteille de vin blanc sec, du bouillon de veau et un bouquet garni. où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Laurent et Marcel ont eu le temps de dresser la table sur la terrasse et même de disposer les pieds paquets dans la magnifique vaisselle de moustier, de la faïence traditionnelle, réalisée juste à côté. Ça y est, ça y est, ça y est, notre petit plat. Oh là là, que c'est joli! T'as vu? Le voilà le moustier. Oh là là. Moustier. Comme il y a quelqu'un d'importance, on met dans un plat d'importance. Elle vous remercie. Bon, si tu n'aimes pas trop, on va commencer doucement. Hein. Allez, une petite Allez. paupiette. Et tu goûtes quand même un pied. Finalement, c'est moins Bah, fort que le... s'il faut passer par là, oui. Mais le pied, ça sera moins... Alors, le On pied... pourra pas dire que je joue la comédie, hein. Car vous l'aurez compris, les tripes ne sont pas vraiment mes morceaux préférés. Le plat de Marcel et Laurent pourrait néanmoins me faire changer d'avis. C'est bon, les gars, parce que c'est très parfumé. Et on n'a pas justement ce côté un peu parfois prenant de la tripe, de l'intérieur de l'agneau. Sans aimer trop les tripes, tu en manges quand même. Oui, ça va. Non, et votre sauce est très bonne en plus. Bon, Ça me donne envie d'aller voir un peu ce qui se passe à Moustier-Sainte-Marie, Ah bah oui, d'aller c'est- visiter ce c'est vraiment très village. particulier. Hein. Alors, on va rencontrer Isabelle Bondil, dont la maman a créé une faïencerie, justement dans le Oui. village de Moustier-Sainte-Marie. Et puis, ce sera l'occasion de découvrir l'un des plus beaux villages de France. Ça Une vaut crèche, vraiment quoi. le détour, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui ne vaut pas le détour ici? Brings the joy of spring to me. O'er the ocean's endless. Bâti entre deux pentes rocheuses et doté de remparts, chapelles et fontaines du XIIe siècle, Moustier-Sainte-Marie évoque un paysage de crèche provençale. Surplombant l'un des plus beaux villages de France, une mystérieuse étoile au perché ne cesse de fasciner les visiteurs. D'après certaines légendes, elle aurait été dédiée à la Vierge Marie. Selon d'autres, elle témoignerait d'histoires d'amour, de rois mages ou encore de chevalerie. Son origine et sa signification n'ont jamais été déterminées à ce jour. Mais l'astre doré veille toujours et encore sur Moustier. L'eau, la terre d'argile et le bois abondamment présents à Moustier en ont fait une ville potière dès 1680. Le travail de la terre perpétué depuis est le trait d'union entre l'histoire et l'avenir du village, devenu la capitale de la faïence. Et c'est Isabelle Bondil, une enfant du pays, qui va nous expliquer la tradition décorative de cette faïence, apparue sous Louis XIV et qui remplaça la vaisselle d'argent jusque-là utilisée. À Moustier, il y a 3 grands styles décoratifs. Chaque style correspond à un changement de règne.
Le premier style, Louis XIV, avec des motifs antiques, très symétriques. Après la mort du roi, c'est l'époque du roi Louis XV. On introduit des paysages et des couleurs. On se moque de la condition humaine. On a déformé le noble d'une trempe de fourmiliers et d'oreilles d'âne. Et sous Louis XVI, on peint les avancées scientifiques et technologiques de l'époque, comme ce premier vol en montgolfière au-dessus de Paris en 1783. Et là, il faut remercier Marie-Antoinette, reine de France, qui finance la construction des ballons. Présentoir de sel, drageoir ou saupoudroir à sucre, la faïence de Moustier retrace les modes et les arts de la table sous la royauté. Et les pièces se réalisent toujours dans les règles de l'art par une équipe d'artisans experts travaillant sur place depuis plusieurs décennies. L'argile y est soit tournée pour réaliser des vases, soit estampée pour donner forme aux plats divers et à la vaisselle de table. Les pièces sèchent ensuite plusieurs jours avant d'être cuites à haute température. Tous les objets qui ont été tournés et estampés vont subir une première cuisson. Dans le biscuit, c'est une terre qui est poreuse. Si on touche, c'est un peu le toucher d'un biscuit, donc il va absorber l'émail. Et c'est Reine, la mère d'Isabelle et fondatrice de la maison, qui réalise cette étape. Le fait qu'on emploie un émail à l'étain, les couleurs sont très belles, mais les décorateurs sont excellents, donc on a du très beau travail. C'est la partie de Frédéric qui réalise au pinceau et à main levée les décors traditionnels, avec la plus grande précision pour rester fidèle aux représentations historiques. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est une certaine rigueur au niveau des décors, de respecter la quantité d'eau et d'oxyde pour avoir toujours la même intensité dans les couleurs. C'est des décors qui sont très chargés, donc c'est en général des pièces qui durent à peu près entre 8 et 12 heures de travail. Des pièces qui repartiront pour une deuxième cuisson avant d'être exposées et qui auront nécessité 2 semaines de travail pour être conçues. Isabelle et sa vaisselle traditionnelle seront bien sûr à notre table. Olivier m'a donné rendez-vous cette fois-ci au milieu des amandiers, car notre entrepreneur touche-à-tout détient depuis peu une maison ancestrale de calisson, confectionnée bien sûr à partir d'amandes. C'est magnifique ce paysage. Olivier Bossan nous a proposé de se retrouver ici sur le plateau de Valençol pour rencontrer son producteur d'amandes, les amandes avec lesquelles il fabrique ces délicieux calissons. Il s'appelle Jean-Pierre Jobert et ils sont cultivateurs d'amandes, je pense que ça se dit comme ça, depuis plus d'1 siècle. C'est le casse-croûte là, messieurs. Oui, oui. Tout à fait. Bonjour Jean-Pierre. Enchanté. Olivier. Quel bel endroit, mais ça va bien. Tiens. Allez. Merci. Sortir la main, voilà. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes, hein. On est à 700 mètres d'altitude quand même. Ouais. Vous voyez qu'il y a toujours de l'air. C'est un arbre qui adore, qui a horreur de l'humidité, qui adore les terrains secs. Et donc il s'y trouve bien. C'est vraiment votre spécialité? Vous ne faites que de l'amande? On fait l'amande, des lavandes, lavandin. Moi, mes parents se sont connus en ramassant les amandes. Ah bon? Sachant... Donc sans les amandes, vous ne seriez pas né, quoi. Je me suis souvent posé la question. Peut-être pour ça que j'ai cette passion d'ailleurs. Voilà. C'est une affaire de famille. Là. Ses ancêtres, ils avaient des amandiers ici. On se disait, il y avait sur le plateau de Valençol jusqu'à 800 000 amandiers qui étaient recensés à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, combien à peu près sur le plateau? Moi, j'en ai 16 000. Ouais. J'ai un copain qui en a 3-4 000, mais après, il y a quelques petits agriculteurs qui s'y remettent quand même. D'accord. On a arraché ces amandiers parce qu'il est arrivé le lavandin, lavande qui a été mécanisé. Plutôt que la récolte de l'amande. Voilà. Il faut savoir qu'un gars avec
2-3 personnes au sol, ramasser 15, 20 arbres si tout allait bien. D'accord, dans la journée. Dans la journée, mis un sac et tout, c'était pénible quand même. Aujourd'hui, on a une machine qui ramasse 40 arbres à l'heure. Non, il faut savoir qu'il y a une grosse demande quand même. Moi, je remets un peu des chiffres. C'est quand même 12 millions de tonnes la consommation annuelle mondiale de l'amande. 12 millions de tonnes, c'est phénoménal. C'était 600 000 tonnes il y a 10 ans. Ah oui. Donc avec l'amande américaine en premier, l'australienne, le marché est là, il est énorme. Mon cousin possède un maudit. Mon cousin possède un maudit. 3 ou 4 pieds de vigne sur le dos de la colline et quelques moutons assis par là. Vous lui faites le coup du parapluie, quoi, finalement. C'est un peu Le ça. parapluie, mais on peut renverser. Il en reste plus une. Voilà, on voit les amandes ici. Voilà, l'amande, il nous faut ramasser. Bon, il y en a une, voilà. Ça a levé Maintenant, vous allez les faire sécher. Voilà. Les amandes, une fois cassées en machine pour enlever leur coque, puis séchées, seront alors calibrées, triées et conditionnées par la petite fille de Jean-Pierre, Pauline, qui tient l'atelier et la boutique de la famille. Est-ce que vous nous conseillez, nous, consommateurs, d'acheter de l'amande blanchie, enfin de l'amande émondée ou de l'amande avec sa peau? Ah, il faut acheter l'amande avec sa peau, qui, elle, apporte encore beaucoup de nutriments aux gens. Dans les calissons, souvent on fait des calissons avec peau et on mélange d'ailleurs avec des amandes émondées. Très bien. Alors nous, on va aller faire une tarte au calisson, c'est ça? Tout à fait. C'est votre fille qui va nous guider? C'est Pauline surtout maintenant. Oui, On va calissons, laisser. c'est toi. Oui, mais on fournit les calissons, nous, et c'est Pauline qui va faire Pauline, la recette de la grand-mère, apparemment. C'est la recette de la grand-mère. La maison de Pauline est juste en contrebas des cultures d'amandiers. Je la rejoins de ce pas. Bonjour Pauline. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Et bonjour. Alors vous êtes la grand-mère de Pauline? Oui, voilà. Je suis ravie de vous rencontrer. Eh bien, ma foi. Ah, ben vous avez déjà tout préparé. Voilà. En fait, on va faire une tarte aux amandes et aux poires et à la crème de calisson. Oh là 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 là. Voilà. C'est un peu une tarte de fête aujourd'hui. Vous faites la cuisine souvent ensemble? Alors, c'est-à-dire que je la vois souvent cuisiner. Elle fait de très bons petits plats et du coup, elle m'a donné quelques-unes de ses recettes. Beaucoup cuisiné. Quand on est nombreux à la maison, on est obligé. Pour notre tarte, Pauline a préparé et foncé une pâte brisée classique que nous mettons directement en pré-cuisson pour 10 minutes à 180 degrés. Alors, vous voulez que je fasse les poires en attendant? Ben, voilà, moi j'en ai un aussi. Ah bah vous êtes parti. Oui. Allez hop. On va pas les faire pocher. C'est pour ça qu'on les prend bien mûres. D'accord. Moi, elles sont bien cuites à point. Mais est-ce que c'est une recette de la région ou de la famille? Depuis qu'on a des amandes. Ah c'est ça, donc c'est vous qui l'avez mise au point, c'est pas forcément régional, d'accord. Pauline, elle, réduit en poudre 80 g d'amandes entières avec leur peau. Alors, donc pour préparer la crème d'amande, donc d'abord je mets les amandes broyées. D'accord. Donc du sucre, il y en a à peu près 50 grammes. J'y ajoute 3 centilitres de crème liquide froide, un œuf entier et Pauline verse 50 g de beurre fondu à la minute. Ça ne peut être que bon. Mais il y a de bonnes choses. Il n'y a que de bonnes choses. Voilà. On Ça met que des bonnes choses. tout fait envie. Voilà. Les œufs sont du poulailler, les amandes sont du verger. Ça, c'est fort. La pâte cuite, nous allons pouvoir étaler la fameuse crème de calisson, un mélange d'amandes, de melon confit et de sucre élaboré dans les ateliers d'Olivier Bossan. C'est l'intérieur du calisson. C'est ça, d'accord. Qui est mis, Oui, sans la fine pellicule de... Qu'est-ce que c'est? De pain là, c'est ça? Donc là, je mets carrément tout le pot. Bah oui, on n'a jamais trop. Je crois que c'est le mieux. Un peu comme si tu mettais un caramel, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait un très bon fond de tarte, ça. Oui, sûrement. Le calisson. Ça donne un bon goût. Marthe vient mettre la main à la pâte et dispose les demi-poires sur ce gourmand fond de tarte. Alors, vous les entaillez pour qu'elles cuisent plus mieux. facilement, d'accord. Voilà. Et alors, du coup, la crème, vous voulez que je la mette sur les poires ou autour? Autour. Autour. Parce que c'est- ouais. D'accord.
Là, il en manque un peu. Il en manque. J'arrive, Marthe. Voilà. J'arrive. Elle a l'œil. Alors là, ça repart à 180. Voilà. C'est ça. Et pour 20 bonnes minutes, pour patienter, Pauline et Marthe me montrent une autre de leurs spécialités sucrées. Des Ah, pralines génial. de Pauline. Les pralines de Pauline. Et donc, c'est la recette de Mémé. C'est toujours la recette de Mémé. Voilà, donc en fait, Un on va verre prendre un d'amande, verre d'amande, un verre de sucre et un verre d'eau. Donc, il faut tout mélanger. Voilà. Oui, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, je ne suis pas d'accord avec toi, là. Tu crois? Oui. Arrête de tourner. Là, il y a la méthode Pauline et la méthode Marthe, c'est ça? Normalement, moi, Ouais. je tourne là, à mon avis. Là, l'amande, elle s'imprègne de caramel. Vous comprenez? En fait, c'est important de mettre l'eau parce que ça permet de les cuire plus longtemps, c'est ça? Et alors, vous continuez à travailler un peu avec vos enfants? je ne fais plus rien. Je vais par fantaisie. Je vais me promener dans les amandiers. Ah, quand même. Mais voilà. Tous les jours? Alors, oui, tous les jours, je monte. Et qu'est-ce que vous leur dites aux amandiers? Aux amandiers, rien, mais j'engueule mes enfants des fois parce qu'ils ne font pas comme je veux. Regardez, vous voyez? Tiens, ils ne travaillent pas, tu parles. Ah bah voilà, là c'est bien là. Ça va. D'accord. Là ça commence à cristalliser Voilà, ouais. et ça durcit et c'est le bon moment. Et là, il faut le refaire fondre. D'accord. Et les pralines de Pauline Et là apparaissent. tu les mets sur l'assiette, Là, sur l'assiette. une surface froide quoi. Sinon, ça continue de cuire. Et oui, bien sûr. Ça sent bon, hein? Le caramel, l'amande torréfiée. Et voilà. Pas mal ça. Allez, je goûte. Ah ouais, c'est vrai que ça met du temps à refroidir. Hein. Bon allez, tant pis, ce sera pour tout à l'heure. Il ne faut pas oublier la tarte pour autant. Et voilà. Magnifique. Je vais profiter de la terrasse pour noter cette dernière recette provençale. Pour faire la tarte amandine aux poires comme Pauline et Marthe, faites une pâte brisée avec 200 g de farine, 50 g de sucre, une pincée de sel, 125 g de beurre et 2 cuillères à soupe d'eau. Vous préparerez la garniture avec 80 g d'amandes, idéalement de Provence, 200 g de crème de calisson, 50 g de sucre, un œuf, 50 g de beurre, 3 centilitres de crème liquide et 4 ou 5 poires bien mûres. Les pralines ont sûrement eu le temps de refroidir. Un deuxième essai de dégustation s'impose. Aïe aïe aïe. Ça a l'air bon, j'y vais, je peux? Voilà, allez-y. Allez. Oh, je peux pas résister, ça, c'est trop tentant. Elles sont très bonnes parce que l'amande est bien torréfiée. Voilà, c'est ça. Grâce à la cuisson. Et ça. Et en même temps, c'est pas trop sucré. Il n'y a pas trop de sucre autour. Non, Très très bonne. Bon alors du coup, on va pas goûter la tarte, mais vous allez la porter tout à l'heure? Oui, voilà. On la laisse un peu refroidir et puis... Voilà. À la maison de Jean Giono. Elle sera très appréciée, Voilà. je peux vous dire. Allez, bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Sylvie Giono a tenu promesse. Et croyez-moi que ça me touche et je trouve ça très émouvant. Elle nous ouvre les portes de la maison de son enfance, la maison de sa vie, on pourrait presque dire, en tout cas celle de Jean Giono, son papa. Maison qu'il a acquise en 1930 et où il a passé toute sa vie avec ses 2 filles et sa femme. Je laisse à Sylvie le soin de nous livrer les secrets de sa maison de cœur et puis surtout d'y célébrer notre banquet puisque tout le monde doit se retrouver là-bas pour festoyer à la provençale. Pardon, je suis sur la route parce que là, ça serpente. Le temps a passé et me revoilà. C'est au pied du Mont d'Or, en empruntant le sentier de la montée des vraies richesses, que l'on peut entrevoir Loup-Paraïs, la maison de Jean Giono. L'écrivain s'était réfugié dans un oasis de verdure, à l'écart de la ville, pour imaginer et écrire ses romans. On peut dire que toute sa vie s'est passée dans ce lieu-là. C'est un creuset littéraire. Il avait besoin de cet espace-là pour écrire. Mon père était un voyageur immobile et il a voyagé dans cette maison. Pratiquement toute la maison, toutes les pièces lui ont servi de bureau. De multiples bureaux où sont toujours présents ses manuscrits, lettres, photos et sa bibliothèque comprenant plus de 8000 ouvrages. Loup-Paraïs est aujourd'hui un petit musée vivant, chargé pour Sylvie de souvenirs littéraires et personnels.
Alors, voilà notre salle à manger, salon. C'est là qu'on prenait nos repas. Mon père nous envoyait chercher les pages manuscrites qu'il avait écrites dans la journée. Et là, il nous lisait ce qu'il avait écrit de ses romans. C'est-à-dire que tous ces romans, on les a eus en feuilleton. Et ça, c'était passionnant. Tiens, bonjour Jacques, tu es là? Bonjour Sylvie, tiens, Alors, j'ai trouvé des choses amusantes à te montrer. Regarde. Jacques Meunier est toujours à l'affût de nouvelles découvertes. Président de l'association des Amis de Jean Giono, il s'attache à rechercher et préserver tout le fonds documentaire laissé par l'auteur de L'eau vive et Que ma joie demeure. Voici une édition de 1725, quand même, c'est le dictionnaire de Belle, un des grands ouvrages du XVIIIe siècle, hein, avec pages. Vous allez trouver des marques au stylo à billes rouges, des soulignages, etc. Tout ça va lui servir de documentation. C'était un grand érudit, hein, c'était avec des curiosités extraordinaires. La bibliothèque de Jean Giono révèle ses centres d'intérêt, ses idées, ses auteurs fétiches et constitue le paysage de son œuvre. Ça, c'est, disait-il, le livre, le seul qu'il aurait emmené sur une île déserte, c'est Don Quichotte. On lui disait, mais Homère, l'Odyssée. Il dit, non, l'Odyssée, c'est pas la peine, j'aurai la mer devant les yeux, je pourrais l'inventer moi-même. C'est ça un peu la joie du chercheur, hein, c'est de découvrir un peu, de revivre finalement la création presque en direct avec le créateur. Ça, c'est des petits bonheurs qui compensent beaucoup de travail aussi. Sylvie et Jacques nous mènent au Grand Bureau, connu sous le nom de Grenier de Giono. C'est ici que l'écrivain a écrit toute son œuvre romanesque entre 1948 et 1964. Je pense que là, il se sentait vraiment bien. Et il avait tout ce paysage, cette vallée de la Durance, qui l'inspirait. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Il se sentait chez lui, il le sentait à l'écart du bruit, de la famille, mais en même temps protégé par cette famille. Cette espèce d'aura qui l'entourait, de ma mère, de ses filles, de ses amis aussi, qui venaient et qui lui permettaient de travailler en paix. On le voit à sa table de travail, là. Vous voyez, ça a un peu changé. Même la couverture est la même. Mais son bureau était un peu plus encombré qu'il n'est maintenant. Je revis un petit peu les moments que je passais avec lui ici dans ce bureau. J'ai eu une vie exceptionnelle. J'en ai profité et la revivre me fait autant plaisir que je l'ai vécue. J'ai hâte de découvrir cette maison et pour cela j'ai retrouvé Olivier Bosson sur la montée des vraies richesses qui mène à Louparaïs. À notre arrivée, une surprise m'attend, la fabrication artisanale sur place de calissons, un sommet de gourmandise en perspective. Alors là, vous avez votre pâte de calisson, Exactement. Donc là, je suis en train de remplir tous mes moules. Cette pâte, elle est composée donc de melon confit, c'est ça? Oui, d'amandes. de confit, d'amandes, de sucre. C'est tout. C'est tout. Et tout ça est confit à Apt. D'accord, alors là, c'est le moule traditionnel. Exactement. Donc on peut voir que la pâte colle au melon. Ce calisson, il existe depuis combien de temps? Alors, en fait, il a été créé à l'époque du roi René, donc au XVe siècle, pour le mariage avec la reine Jeanne. La reine Jeanne, qui n'était pas très souriante, a vu cette gourmandise et s'est exclamée « Di calin sun ». Ce sont des câlins. Et du coup, voilà, c'est devenu calisson. Et en dessous de tout ça, vous avez une feuille d'hostie, c'est ça? Exactement, une feuille d'hostie. D'accord. Qui va éviter que ça pègue, comme on dit ici. Hein. C'est ça. Donc là, j'ai procédé au glaçage. Un mélange de blanc d'œuf fouetté avec du sucre glace jusqu'à l'obtention d'une crème ferme et brillante. Ah, on est en train de préparer quelque chose sans nous, là, ce que je vois. Magnifique. Oh là là, c'est impressionnant. Tout frais. Et alors là, on peut les prendre? Simple. Là, je vais les passer un petit peu au four, mais dans ce minutes, on pourra C'est juste un peu sécher le glaçage royal dessus. Parce que sinon, il va péguer dans les mains. Pendant que les calissons cuiront, nous dégusterons tous les mets salés de la tablée. Mais il faut tout d'abord accueillir nos invités. Voici Isabelle Bondil, avec un bel ouvrage de son atelier. Comment ça va? Et nos amandiculteurs préférés, Pauline, Marthe et Jean-Pierre. Ils ont les bras chargés de douceur aux amandes. Et les croquants.
Ah, les garçons. Marcel et Laurent, nos inséparables agriculteurs cuisiniers, se joignent à nous avec leurs plats de résistance et quelques autres réjouissances. Ah, regarde, on t'a fait un peu de tapenade. Ah, un peu de tapenade, c'est vrai? C'est toi qui l'as fait? Tu vas voir, elle va Ah, être bonne ça me fait apéro. plaisir, ça. Et alors, dites-moi, Isabelle, c'est grâce à vous, bien sûr, qu'on a dressé cette magnifique table. Tout le monde prend place sur cette table baignée de soleil et dressée comme au XVIIe siècle, avec notamment des rafraîchissoirs pour nos verres. Avec le verre, on avait un souci parce qu'on ne mettait pas de sulfite. Alors que se passait-il? Oxydation. Ça tournait. L'oxydation. Eh bien, on a compris que quand ton alcool n'est pas très bon, si on prend la précaution de mettre la bouteille dans la glace, ben, le froid va masquer le mauvais goût du vin. Encore faut-il avoir des verres assez petits pour pouvoir se loger. Si on cherche, on trouve. C'est un bel objet. hein. On va trinquer d'abord à l'amitié et À à l'honneur l'amitié. de Sylvie qui nous reçoit ici. Et à la mémoire de votre Et de papa. Julie. Merci. Et nous entamons les festivités avec la tapenade faite à 4 mains par Marcel et Laurent. Très très bon. Ça se fait normalement toujours avec les capres. Étymologiquement, ça vient un peu du mot capre, tapenade. Parce que en vieux grec, c'est taper. C'était le nom des capres. Les Romains et les Grecs trouvaient beaucoup de vertus au capre, au vinaigre, à tous ces condiments. Et pour le manger plus facilement, on l'a mélangé avec de l'olive. Elle est délicieuse. Bon alors, est-ce qu'il ne serait pas le temps du thon? Ah, le temps du thon, du bien thon. sûr. Sylvie, aidée de Marcel, apporte la marmite bien remplie. Oh, magnifique! C'est un plat qu'on faisait à la maison. Les Chartreux préparaient ça avec les légumes de leur jardin. Ah bon? Ce sont vraiment des couleurs qui évoquent la Provence. hein. Oui. C'est très joli. Provence, c'est un pays pauvre. Ça. Il n'y a pas beaucoup de bétail, à part des moutons et des volailles, mais tout le reste, c'était des légumes. Tomates, aubergines, courgettes, tous les légumes. Et c'est vrai qu'en Provence, on fait honneur en servant des légumes. Et ça, c'est assez agréable. C'est vrai. Il y a des grands repas comme ça dans beaucoup de livres de Giono. À un moment, il disait qu'il en faisait trop même. Comment êtes-vous venu à Giono, à cette passion qui a rempli Par le cinéma. toute votre vie? Par le cinéma qui était votre métier, c'est ça? Oui. Un an après la mort de... bientôt 50 ans, donc, après la mort de Jean Giono, j'ai rencontré Aline, la sœur aînée de Sylvie. J'avais un projet, j'avais été poussé par un ami grand scénariste, Jean Gruau, à écrire un scénario d'après Giono. Et puis ça s'est enclenché comme ça. Parce qu'on parlait de cinéma et de Giono, parce que Giono a donc écrit des livres qui ont été transposés au cinéma, Non, mais il a c'est surtout ça? fait du Il cinéma. a fait du cinéma, il a Et- réalisé oui. aussi, dont L'eau vive. L'eau vive, oui, magnifique scénario. Et puis Un roi sans divertissement, d'après son roman. Sylvie, c'est vraiment délicieux. C'est un plaisir de goûter ce plat, mais c'est un plaisir aussi de manger dans ces assiettes. hein. Je suis fascinée par la légèreté. Et oui, c'est le savoir-faire. On dit qu'on reconnaît un vrai moustier d'un faux lorsqu'on le touche entre deux doigts. On doit avoir la sensation de toucher du beurre frais. Ah, c'est joli ça. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai moustier d'un faux. Les belles assiettes vont de nouveau se garnir avec les pieds paquets de mes deux compères, Marcel et Laurent. On va lever. Oh là là, le fameux pied paquet. Alors ça, c'est le plat de quoi? Des dimanches un peu, c'est le plat d'exception quand même. Oui, parce que c'est long à préparer. Hein. Mais alors, votre garniture aromatique, tous vos légumes ont complètement fondu Et finalement. tu as vu comment ça a fait par rapport à ce qu'on a mis hier? Alors, C'est vrai l'avis de l'expert. J'ai pas goûté encore. Merveille. La sauce est délicieuse. hein. Et Marthe, vous faites vos pieds paquets, vous aussi? Oui, je les ai faits parce qu'on avait des prendre le relais. moutons, si on tuait, tu te rappelles? Si on tuait 4 ou 5 agneaux à la fois, on nettoyait les ventres, on nettoyait les pattes et tout, et on les faisait. À peine les pieds paquets terminés, Isabelle, Pauline, Jean-Pierre et Laurent arrivent tels les rois mages avec une succession de desserts. Magnifique. Les douceurs. Vous arrêtez jamais les garçons, mais qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est joli, les amandes. Alors, c'est une petite panna cotta au miel de lavande. Oh là là, quelle Avec des merveille. amandes. Des amandes de Quelle Pauline. merveille. Les amandes de Pauline et votre Oui, miel? le miel de lavande. Au miel de lavande. Qui veut un petit croquant? Et en plus, c'est pas des casse-dents. C'est parce qu'ils sont faits avec du miel. Voilà. Allez, hop là. Alors, cette tarte au calisson.
super bon. finit bien Oui, le repas. le Qu'est-ce que c'est calisson, bon. il est présent. Hein. Tu l'as fait? Ah, mais cette tarte, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Pauline, et toi, ce qui te reste Tu à es faire la digne petite fille de ta grand-mère. Salon de thé. Vous avez une petite fille exceptionnelle. Ah oui, comme sa grand-mère. Et pour ajouter de la douceur à la douceur, Jérémy le confiseur nous apporte toute une variation de calisson, des créations d'Olivier Bossan, ainsi que ceux faits sur place et tout juste cuits. Est-ce que tu recommandes le plus étrange, le plus bizarre, le plus inattendu? Le piment d'Espelette. Et celui du dessus aussi à la menthe et au citron vert est bien. C'est très bon. Ouais. Alors, le nature, on sent tout de suite beaucoup plus l'amande. Oui. Qui vient. Oh non. Oh non, c'est pas raisonnable. La moitié chacun. Pour 4 heures. Comment quitter cette Provence si lumineuse, si attachante? J'espère que vous aussi, l'espace d'un carnet, l'espace d'un instant, vous vous êtes senti comme Jean Giono, voyageur immobile, voyageur intérieur, et que l'on vous a fait découvrir ce merveilleux pays à travers ses spécialités. Cette Provence littéraire, cette Provence généreuse, cette Provence des anciens, qui sait se transmettre visiblement grâce à cet attachement aux traditions. Et puis, eh bien, si vous avez envie d'être un voyageur pas seulement immobile, on vous attend ici. Entre-temps, on fait les recettes à la maison. C'est sur le site des Carnets de Julie. Salut!